Bonjour et bienvenue dans 9e art. Aujourd'hui dans T'as lu quoi, on va vous parler de poilus avec des tentacules. Et d'androïdes et de moutons électriques. De poilus et de tentacules. Comme je vous le disais, moi aujourd'hui je vais vous parler de poilus et de tentacules avec Dessous la montagne des morts de Bone. Ça c'est sa première franco-belge, éditée en financement participatif par Sundave, qui fait exclusivement du crowdfunding. Donc ça leur permet de financer des auteurs qui sont pas ou peu connus, et ça leur permet justement de prendre des petits risques sur les éditions. Et là ils ont pris un petit risque, mais qui est largement récompensé avec donc Dessous la montagne des morts, premier tome d'une trilogie, mais en histoire unique. Au niveau de l'histoire, justement, on va se trouver pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées à Vauquois, et on va donc trouver une bande de poilus qui lance l'assaut sur les tranchées allemandes, et qui découvre un laboratoire où les Allemands feraient des expériences. Donc l'état-major français va décider d'envoyer un physionomiste, Gaspard Petit, sur le front pour étudier ces découvertes et donner son rapport. Tu parlais de Première Guerre mondiale, c'est un rapport avec les BD de Jack Tardy? Jack Tardy, auteur sur lequel on reviendra, mais qui a fait énormément de bandes dessinées sur la Première Guerre mondiale. C'est vrai que bon, Jack Tardy, c'est vraiment de la BD historique, presque du reportage. Là, ça n'a de Première Guerre mondiale que le contexte. Mais c'est pas l'essentiel de l'histoire. L'essentiel de l'histoire, c'est vraiment ce côté Lovecraftien que j'ai adoré. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Ça mêle le mystique, le scientifique, l'ésotérique et l'horreur, ce qui est très très intéressant. Ça reprend le mythe du voyageur et du héros esselé. C'est-à-dire qu'on va avoir cette descente dans la folie des hommes, qui est liée à la Première Guerre mondiale, mais aussi cette descente dans la folie de l'homme, qui est liée à tout l'univers Lovecraftien. Ce côté mystique, ce côté presque paranormal de Lovecraft, mais rattaché à l'horreur de la Première Guerre mondiale, ce qui permet de donner un écho, puisqu'on a et l'écho de l'horreur de la guerre, et l'écho de l'horreur indicible de Lovecraft. Derrière, on a aussi un auteur, donc Bone, qui même si c'est sa première bande dessinée, va vraiment maîtriser son ouvrage, puisque c'est lui qui est et au scénario et au dessin. Donc ça lui permet d'avoir une maîtrise de sa case et une maîtrise de sa construction de planches qui sert véritablement son propos. Des cases qui se répondent, et voire même des planches entières découpées pour montrer une seule et même action. Je vous laisse le soin de découvrir, mais il y a quelques petites perles de mise en case. Bone aime le comics, voire pose des références du comics dans sa planche, avec des pleines planches en une seule case, qui lui permettent à la fois de montrer un lieu, de manière à nous immerger complètement dans l'ambiance. Moi ça me rappelle surtout, rien que la couverture Hellboy de Magnolia. Il y a des références à Hellboy, à Lovecraft, aux comics en général, à la Première Guerre mondiale en général, mais qui sont pas là pour être de la référence pour de la référence. C'est à la sauce Bone. Si vous n'avez pas lu Hellboy ou si vous n'avez pas lu Lovecraft, ça passera quand même tout seul. Et il s'amuse même, et ça je vous laisserai le découvrir, à s'auto-référencer et à se renvoyer des cases d'une case à l'autre pour servir son propos. L'autre gros avantage, et à mon sens c'est vraiment ça qui est très très fort, c'est que c'est un récit complet, unique, en 90 planches, vous avez une introduction, un développement, une conclusion, ça se suffit à lui-même. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a un tome 2 qui est déjà en préparation. Je regardais ce matin qui était financé à 65%, toujours sur Sundave. Il y a la description en bas. Je vous invite à y aller parce que le tome 2, du coup, il devrait sortir fin d'année. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que Bones va nous prendre sur le tome 2. Et sinon, toi, t'as lu quoi? Et on enchaîne avec Descender de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Ouais. Alors Jeff Lemire, scénariste et dessinateur canadien, que j'avais personnellement découvert sur un run qu'il avait fait sur Animal Man, DC Comics, et sur une courte série où il était tout seul, scénariste, dessin,
Trillium. Alors je reviendrai sur Trillium plus longuement une prochaine fois. Et Dustin Nguyen, dessinateur américain que j'ai découvert moi par sa série Little Gotham et que j'ai redécouvert via Descender parce que même s'il aborde une technique assez similaire, ce n'est pas du tout dans une même optique. Il a fait ça aussi. Nguyen ? Ouais. Tout ce qui est flashback, c'est Dustin Nguyen. Et même au noir et blanc, ça claque quoi. Alors là en couleur, j'imagine même pas. Descender, qu'est-ce que ça mange, qu'est-ce que ça raconte? C'est un récit de science-fiction. Et aux alentours du CGU, le conglomérat galactique unifié, autour des 9 planètes du CGU apparaissent des immenses robots qui, au lieu d'essayer de communiquer avec l'espèce humaine, décident d'attaquer toutes les colonies, causant des milliards de morts d'un coup, et disparaissent aussi vite qu'ils étaient apparus. Et on a une insertion titre juste derrière très... On bascule 10 ans après, on tombe dans une colonie où un petit robot du nom de Team 21 se réveille, et à partir de là, je ne déflorerai pas plus l'intrigue, puisque une des grandes forces de Jeff Lemire, c'est son efficacité en tant que scénariste, c'est-à-dire que là, il y a 6 chapitres, les 6 premiers chapitres de Descender, chacun correspondant à un arc narratif bien précis. Le premier, ça va être la présentation et le réveil de Team 21, le deuxième, c'est l'appel à l'aventure, le troisième, la rencontre avec les autres protagonistes dont je ne parle pas ici pour éviter de déflorer trop l'intrigue. Et une des grandes forces également de Lemire, c'est une idée, c'est que Team 21 est un robot conçu pour l'éducation des enfants humains, c'est-à-dire qu'il a l'apparence d'un enfant de 6 ans, parce qu'il est dédié à un enfant de 6 ans, et il a l'intelligence d'un enfant de 6 ans. Or, à son réveil, il y a un téléchargement de données, ces données mémorielles qui bug, et il se retrouve complètement vierge, ou quasiment, d'informations sur sa fonction, sur les humains, etc. Qui dit SF dit référence, et il y en a pléthore dans Descender, on peut en voir de Dune, de Star Wars, même aux jeux vidéo. Les robots, ça m'évoque Asimov, moi. Oui, aussi. Enfin, ça respecte les lois, je suppose. Alors ça n'évoque pas les 3 lois de la robotique d'Asimov, mais ça les prend en considération. Ça digère les classiques du genre pour proposer quelque chose de neuf et de nouveau. Là où j'ai fini d'être convaincu sur cet ouvrage, c'est le travail de Dustin Nguyen. Il n'y a pas d'ancrage, c'est que du crayonné, mais derrière il y a un travail à l'aquarelle qui est absolument monstrueux et qui va en adéquation avec le propos, voire le cheminement de l'intrigue. Notamment, je pense au deuxième chapitre où il y a ce fameux téléchargement mémoriel. Vous allez avoir sur la gauche une planche qui est le présent, l'action du récit, et sur la droite des flashbacks qui eux vont être en noir et blanc et en la vie. Et il y a des constructions du coup de planches qui se font comme ça durant tout un chapitre, et d'autres sur des moments plus intimistes, où les personnages vont se retrouver entre eux en train de discuter. Les décors vont être blancs, froids, cliniques, mais Nguyen va s'attarder sur les visages et sur les expressions pour vraiment justement accentuer les thématiques du genre le robot qui parle à ses créateurs et vice versa, tandis que sur d'autres scènes beaucoup plus amples, sur des scènes d'action ou comme tu disais sur dessous, des scènes purement comics, c'est-à-dire où on arrive dans un nouveau lieu, on va avoir une pleine page pour la présenter, ou sur des doubles pages pour vraiment créer de l'ampleur et de l'importance à des scènes, et avec une explosion de couleurs absolument monstrueuse. Le deuxième recueil devrait sortir fin 2016 en toute logique, et en 100 mots comme en un seul, indispensable pour ceux qui connaissent et apprécient le travail de Lemire autant que celui d'Nguyen, ou qui apprécient la science-fiction, tout court. N'oubliez pas, le pouce bleu si vous avez apprécié, partagez, c'est le meilleur moyen de nous faire connaître. À la semaine prochaine, et d'ici là, bullez bien.